Nizar Demni nous parlait de matrice aléatoire. Donc Nizar est arrivé l'an passé sous forme d'échange de services et il a été recruté cette année officiellement à AMU. Nizar, c'est à toi. Bon, merci beaucoup. Bon, Peter, j'ai fait 2 ans d'échange de services. Ah, pardon. C'est pas grave. Le temps passe. Vrai, hein. Quand on aime, on compte pas. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme a dit Peter, ouais, j'étais à Rennes en fait de 2010 à 2018, mais après j'ai fait un échange avec une collègue de l'UFR Biologie, du département de biologie. Donc voilà, je suis entrant à l'I2M. J'étais étudiant en 2003 au CNI, à l'époque de Bernard Coupet. Je vais vous parler brièvement de ce que je fais. En fait, le thème principal de mes recherches sont les matrices aléatoires. Alors, j'ai mis autour des matrices aléatoires parce que je m'intéresse donc aux interactions avec l'algèbre et la géométrie. Il y a aussi quelques aspects analytiques. Bon, je vais vraiment faire une présentation très terre à terre. Je m'excuse. Alors, une matrice aléatoire, tout simplement, c'est juste une matrice dans laquelle on va mettre soit des variables aléatoires ou bien alors des fonctions aléatoires qu'on appelle dans le jargon probabiliste des processus stochastiques qui peuvent être indexés soit par une variable discrète, on peut mettre des chaînes de Markov ou autre, bien par des processus par le temps il y a du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Ah. C'est Peter. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une matrice aléatoire, comme le nom l'indique. L'histoire, quand même, elle est un peu ancienne. Les premières matrices aléatoires sont apparues dans les années, disons, 30 ou 20, allez, je vais dire 1928, avec Wishart qui étudiait un peu, bon, c'est une histoire un peu rigolote, il étudiait un peu la corrélation de noms de famille en Angleterre, et du coup, bon, il a mis des données aléatoires, et puis il a considéré une matrice, la matrice de covariance, et cette matrice-là porte son nom, donc on l'appelle la matrice de Wishart. Après, dans les années 50, alors c'est là où vraiment le rebondissement a été très important avec Wigner et Dyson. Quand ils se sont intéressés au spectre de noyaux d'uranium, donc là, bon, il y a un spectre continu et puis il y a un spectre discret. Et pour le spectre discret, ils ont eu l'idée de modéliser ça par des valeurs propres de matrices aléatoires. Donc après, bon, bien sûr, pour les systèmes physiques, il y a pas mal de symétries donc qu'il faut considérer. Donc ils ont considéré des matrices, que ce soit réelles symétriques ou complexes hermitiennes ou quaternioniques conjuguées. Donc bon, il y a tout un tas de matrices comme ça avec plein de symétries. Après, il y a des algèbres de Lie qui peuvent intervenir derrière. Et il y a un autre côté qui a interagi avec ce deuxième, c'est quand Montgomery, un théoricien des nombres, qui travaillait sur la fonction de zeta, bon, principalement la conjecture de Riemann, et qui est passé à Princeton pour faire un exposé. Donc il a vu à Dyson et il lui a raconté qu'il a trouvé un noyau sinus, ce qu'on appelle un noyau sinus dans ses travaux. Et Dyson lui dit, bah oui, le noyau sinus apparaît aussi en matrice aléatoire. Jusqu'à présent, c'est un lien qui est très, très mystérieux. Les gens parfois l'attribuent à Hilbert, qui a dit que les zéros de la fonction de zeta se comportent comme des valeurs propres d'un opérateur hermitien. Bon, jusqu'à présent, on arrive à démontrer certaines conjectures en utilisant les matrices aléatoires, mais juste pour vous dire que
ce lien entre matrice aléatoire et théorie des nombres, pour l'instant, il n'y a aucune raison qui justifie son existence. Voilà, disons, les trois aspects très importants des matrices aléatoires, à mon avis. Alors, moi, dans ce que j'ai fait déjà en thèse, alors les valeurs propres de certaines matrices aléatoires peuvent être généralisées par ce qu'on appelle des processus de Dunkel. Alors, ceci conduit à des particules en répulsion coulombienne sur la droite réelle. Il y a un fameux modèle qui est dû à Dyson il y a longtemps, donc, le brownien hermitien, ce qu'on appelle le mouvement brownien hermitien. Alors, ce processus de ce qu'on appelle de Dunkel, il a aussi son origine dans l'analyse harmonique sur des groupes de Lie. Donc là, il y a un aspect quand même à la fois analytique et géométrique de cette affaire. Donc après, avec Marqueur, on lui a donné un aspect probabiliste et on parle de processus de Dunkel. Et puis, il y a un lien étroit avec les valeurs propres de matrices aléatoires. Alors, un autre aspect, c'est même chose, c'était aussi une coïncidence, mais qui a déclenché un domaine de recherche assez actif. C'est ce qu'on appelle les probabilités libres. Ça a été conjecturé il y a longtemps par Alan Kohn qu'on pouvait approcher des opérateurs dans des algèbres de von Neumann par des grandes matrices aléatoires. Et puis, ce lien-là a été confirmé par des travaux de Voiculescu, qui est à Berkeley. Et on parle de probabilité libre. Alors, le mot libre, ça provient du groupe libre. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce mot libre. Alors, il s'est un peu confus parce qu'on parle de probabilité, mais si vous voulez, il n'y a pas d'aléa dans ce contexte-là parce qu'on est dans un monde d'algèbre d'opérateurs. Donc, il y a des matrices aléatoires qui convergent dans un certain sens quand leur taille tend vers l'infini. Et puis, on atterrit avec des opérateurs dans certaines algèbres de von Neumann. Ces algèbres-là peuvent être vues comme des algèbres du groupe libre, ce qu'on appelle des facteurs du groupe libre. Donc, et puis, on peut faire des probabilités, mais si vous voulez, c'est juste des mesures. Ce n'est pas, par exemple, comme pour des matrices aléatoires. On peut voir sa mesure spectrale comme une mesure aléatoire. Là, on passe vraiment à des mesures concrètes, d'accord, des vraies mesures. Bon, il y a de l'aléatoire, mais ce n'est pas des mesures aléatoires. Donc ça, c'est un autre aspect qui mélange algèbre d'opérateurs et analyse complexe, vu que le théorème spectral permet, disons, de décrire le spectre d'un opérateur normal par une mesure. Ces derniers temps, je me suis plus intéressé à des quantités probabilistes, mais qui apparaissent dans des modèles de géométrie riemannienne ou même de géométrie sous-riemannienne. Alors, l'histoire aussi, elle est un peu ancienne parce qu'elle commence avec l'ère de Lévy qui est reliée au groupe de Heisenberg. Donc, il y a un fameux résultat de Lévy qui calcule la fonction caractéristique de ce qu'on appelle l'ère de Lévy. Après, il y a aussi le nombre de tours. Donc, on a une dynamique aléatoire, par exemple, dans le plan complexe, et on peut se demander quelle est la loi du nombre de tours autour de 0. Ça, c'est motivé par des problèmes de polymères, des enroulements de polymères. Et puis, on peut regarder ça d'une façon donc sans lien avec la physique, juste une façon géométrique, où on peut changer à la place du groupe de Heisenberg. Par exemple, on prend la sphère ou bien ce qu'on appelle l'espace d'Anti de Sitter, qui donnent des modèles de fibration. Bon, pour les géomètres, c'est connu, c'est très standard, ce qu'on appelle la fibration de Hopf au-dessus de l'espace projectif complexe, et puis la fibration d'Anti de Sitter qui est au-dessus de l'espace hyperbolique complexe. Donc, avec des collègues, Fabrice Baudouin et Jing Wang, on a généralisé certains résultats qui étaient déjà connus pour le groupe de Heisenberg. Alors, ces aires de Lévy sont aussi connectées à ce qu'on appelle les Laplaciens magnétiques,
quand on se restreint à des surfaces de Riemann. Ce sont des modèles liés plus précisément au sous-laplacien de la géométrie. Donc, personnellement, j'ai traité le cas du plan, le cas du disque hyperbolique et récemment le cas aussi de l'anneau hyperbolique, donc une surface de Riemann de genre 1. Et bon, il y a un sujet un peu exotique que j'aimerais bien présenter parce qu'il est lié quand même à Marseille. Mais bon, le collègue qui travaille dessus, il est à la retraite, c'est Patrick Delorme. C'est même je vais dire, un des grands précurseurs du sujet. C'est ce qu'on appelle les cohomologies de groupes de Lie réel de rang 1. Pourtant, ça apparaît algébrique parce qu'il y a, ou algébro-géométrique parce qu'il y a le mot cohomologie, mais en fait, après, on passe à des fonctions qui sont définies positives. Il y a un moyen de faire apparaître des fonctions définies positives, et qui dit fonction définie positive, en proba, eh bien, on traduit ça par des lois infiniment divisibles. Donc, il y a une façon d'interpréter certaines mesures infiniment divisibles, ou bien pour les gens qui connaissent des processus de Lévy, disons, par l'intermédiaire de la cohomologie, par exemple, de SON1 ou SUN1. Alors, je termine par deux résultats marseillais, disons. Avec Hassan Yousfi et Luc Deléaval, par exemple, en travaillant sur les opérateurs de Dunkel, on a relié ce qu'on appelle l'intégrale d'Itzigson-Zuber, des fois connue sous le nom d'Harishchandra pour les gens d'analyse harmonique. On a trouvé un lien qui reste mystérieux avec les nombres de Hurwitz simples. Alors, les nombres de Hurwitz apparaissent en géométrie énumérative. Ça compte en fait ce qu'on appelle les revêtements ramifiés de la sphère de Riemann. Et puis, bon, jusqu'à maintenant, on essaie d'expliquer ce lien. Ça apparaît aussi dans d'autres contextes liés aussi à la physique mathématique, mais aussi à de la géométrie algébrique. Et puis, avec Pierre Lazague, qui a fait sa thèse à Marseille, bon, je l'ai encadré, mais si vous voulez, pas officiellement. On a, par exemple, défini un processus qu'on appelle déterminantal dans le disque hyperbolique. Pour dire les choses simples, c'est comme si on avait mis des points, on jetait des points aléatoires dans le disque avec sa métrique hyperbolique, et puis on regardait des propriétés du genre la loi du nombre de points dans un disque de centre l'origine, regarder sa variance quand on s'approche du bord hyperbolique. Alors la motivation, c'était de généraliser ce qu'on appelle les zéros de séries aléatoires gaussiennes, qui ont été étudiés par Yuval Perez et Balint Virag. Après, il y a un étudiant de Yuval Perez aussi, et qui prenait des séries des séries entières où les coefficients sont des gaussiennes indépendantes de même loi, et ils ont montré que l'ensemble des zéros de cette série-là, on peut le décrire par un déterminant. Si on regarde n points, par exemple, aléatoire, il y a un déterminant d'une matrice n par n avec le noyau de Bergman, qui est le noyau reproduisant de l'espace de Bergman. Voilà, je préfère m'arrêter là. Après, j'ai un petit tableau. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre et être plus explicite. Alors, merci beaucoup, Nizar.